Merci Laurent. Laurent m'a dit tu viens, mais surtout tu ne fais pas beaucoup de slides, tu fais une démo. Il m'a dit qu'il y aurait un Wi-Fi, il m'aurait dit ou de la 4G. On n'a ni l'un ni l'autre, donc voilà, je suis désolé. Alors, par ça, on est parti sur le bord du lac, on a été dans une petite cabane des mouettes, on a posé une caméra et on a filmé la démo. Donc ce n'est pas ce que j'aurais voulu avoir, mais vous aurez quand même une démo. Avant ça, je vais juste vous mettre un petit peu de contexte parce que vous n'êtes pas forcément tous familiers avec la banque privée et avec ce qu'on vit au quotidien. Donc un petit peu d'histoire. Vous avez une joyeuse bande de hipsters là. Ça représente 100% du staff de Pictet en 1905. Il n'y avait pas de femmes qui travaillaient chez Pictet, c'est les femmes de deux associés qui sont sur la photo. Et vous voyez qu'il y a le patriarche au centre, il n'a pas l'air très très content là. C'est parce qu'en fait son fils, qui est tout à gauche, Arnold, vient de lui annoncer le même jour qu'il avait décidé de quitter la banque et puis qu'il ne serait pas associé et il voulait se consacrer aux sciences naturelles et finalement il était un spécialiste mondial des papillons. Donc voilà, 1905, depuis, si la zapette fonctionne, voilà, la banque se trouve maintenant aux Acacias, à 2 pas de chez Créa. On a à peu près 500 milliards sous gestion et administration, 4300 employés, la moitié qui est située à Genève, le reste qui est réparti un peu partout sur la planète dans 27 bureaux. Donc on est tiré entre le passé et l'avenir en essayant de réconcilier les deux. Et un bon exemple, c'est notre réception clientèle, où vous voyez qu'on essaie de marier du contemporain avec des œuvres d'art du passé pour faire cette jointure. Les 25 dernières années, on a vu une croissance fulgurante. Si on faisait la croissance du staff, ça suit à peu près la même courbe. On est passé en 25 ans de 50 milliards à 500 milliards et de 400 employés à 4000 employés à peu près. Donc, grosse croissance. Malgré tout, sur toute cette période de croissance, il y a quand même eu des petites haies à franchir, que ce soit des crashs Internet, que ce soit des crises. Et puis, il y en a une que j'ai marquée en rouge ici, c'est la crise des subprimes, en 2008. Donc, vous n'étiez pas forcément tous actifs en 2008, comme il y a des étudiants dans la salle. Il s'est passé 2 choses en 2008. Le premier, c'est la crise du crédit, qui a provoqué la faillite de Lehman Brothers. Et puis, la deuxième chose qui s'est aussi passée en 2008, c'est ce monsieur qui s'appelle Bernard Madoff, qui a monté un château de cartes d'investissement d'à peu près 50 milliards, et tout le monde a perdu son argent. Donc, un matin de fin 2008, les États européens, entre autres, sont réveillés avec une petite gueule de bois, et en se disant comment est-ce qu'on a pu laisser passer tout ça. Donc d'un côté, la crise du subprime qui crée des problèmes de dette européenne, qui crée des problèmes dans tous les pays, Portugal, Grèce, etc., et qui force finalement les États à émettre de la dette, des plans d'austérité. En collatéral, on essaie d'aller chercher l'argent où il y en a, donc on fait des plans d'amnistie fiscale, et in fine, ça finit pour nous, banques suisses, sur l'échange automatique d'informations, donc la fin du secret fiscal pour la Suisse. Et puis la deuxième chose, avec l'affaire Madoff, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein d'investisseurs qui ont perdu de l'argent, donc on se dit, on ne veut plus que ça se reproduise, alors qu'est-ce qu'on fait? On régule. Donc sur les 10 dernières années, il y a plein de lois qui sont des termes barbares que vous ne connaissez pas forcément, c'est PRIP, MIFIR, EMIR, etc., qui sont faites plein de lois administratives pour essayer de protéger l'investisseur. Pour nous, ça nous pose beaucoup de problèmes parce que c'est fait pour l'investisseur retail, donc de petite taille. Et puis au passage, les pays européens ont passé en même temps des lois de protection, donc pour empêcher qu'un banquier suisse puisse aller en France et démarcher un client français, on a mis des lois de protection, ça s'appelle les règles cross-border. Donc on a toutes ces règles qui ont été mises en place, ce qui font que 10 ans plus tard, un banquier passe à peu près 70% de son temps en administration et 30% en relation clientèle. Donc c'est un peu comme si on achetait une flotte de 747, on les parquait sur le tarmac et on les laissait pendant 70% du temps sur le tarmac et 30% en vol. Ce n'est pas très efficient. Donc on sort maintenant de cette transformation réglementaire, elle est derrière nous, et maintenant on embrasse la transformation digitale parce que toute la complexité qui a été créée avec les réglementations, on va les simplifier avec la digitalisation. Et pour ça, je vais vous montrer un exemple dans le domaine de l'advisory. L'advisory, si je dois résumer, c'est une offre qu'on a vis-à-vis de nos clients. Donc on a 3 types d'offres. Le premier, c'est ce qu'on appelle le discrétionnaire. Donc le client vient, il dépose ses avoirs, il nous dit « gère ma fortune » et on s'appelle de temps en temps pour faire un point. C'est un modèle. L'autre modèle, c'est ce qu'on appelle l'exécution only. Le client nous dit « c'est moi qui vais gérer ma fortune, je vais t'appeler puis je vais te dire « aujourd'hui on achète Nestlé et on vend Facebook ». Et puis on a un petit segment qui est rouge là, qui n'est pas grand aujourd'hui,
c'est celui de l'advisory. C'est en fait le client qui nous dit, de temps en temps, tu vas me donner du conseil, tu vas me suggérer des choses qui sont un petit peu en lien avec vos stratégies d'investissement. Donc ce segment est aujourd'hui petit, mais avec les réglementations qui ont été mises en place en Europe notamment, à partir du 1er janvier de cette année, il y a un client exécution qui nous appelle et qui nous dit « Qu'est-ce que tu penses du titre Nestlé ?» On lui dit « Je suis désolé, je n'ai pas le droit de te répondre car tu n'as pas signé de contrat advisory avec nous, c'est réglementaire. » Donc pour nous, ce qui était une contrainte devient une opportunité parce que ça veut dire qu'on a l'opportunité de transformer tout un pan de clientèle qui utilisait ce service auparavant sans avoir officiellement un contrat et aujourd'hui a une offre advisory. Donc on a engagé une équipe de 14 personnes basée à Genève pour faire uniquement de l'advisory. Cette équipe prend tout le savoir d'investissement de notre plateforme qui est d'à peu près 150 personnes. On repackage ce savoir et on peut le distribuer de manière ciblée à nos clients. Voilà. L'application ressemble à ça. Est-ce qu'on peut lancer le petit film pour montrer ce que j'aurais voulu montrer sur mon iPad en direct? Je vais vous faire le commentaire du film. Voilà, donc le client va se connecter. Là, c'est dans l'abribus mouette. Voilà, donc il voit ses différentes classes d'actifs. Il peut regarder ses actifs. Il choisit la classe d'actifs action. Il déroule ses actions, il voit les recommandations pour chacun, il décide de filtrer par rapport à, par exemple, la technologie et le retail. Vous voyez qu'il y a 104 titres qui sont affichés, qui sont en recommandation Strong Buy et Buy, il n'y en a plus que 43. Et après, il va décider d'aller voir, par exemple, le titre Amazon. Donc on a un analyste qui nous fait ses recommandations. Il y a le prix d'hier soir à 1200, le target à 1400, donc on pense que ça vaut 11% de plus qu'aujourd'hui. Et puis là, on voit la nouvelle de l'analyste qui nous a écrit sa note, le graphe, les détails financiers par rapport à ce titre. Et puis on voit le graphe dans le temps. On peut, voilà, sur la dernière année, donc le titre Amazon qui a fait 61% sur une année. On décide de le comparer avec Apple. Voilà. Et on voit les deux titres. Et ensuite, la chronologie des anciennes news qui ont été faites, comme ça on peut retrouver ce qui a été dit à un certain moment dans le temps. Donc ça, c'est pour une action, par exemple. On va revenir également sur des fonds de placement. Donc là, l'univers des fonds de placement est extrêmement complexe. Vous voyez qu'il y en a 993 juste dans cette catégorie. Donc là, on dit on veut voir uniquement les fonds en actions, qui sont libellés en dollars. Pour les clients qui sont enregistrés en Allemagne, et là, vous voyez qu'on a 173 fonds. Donc, on raccourcit un petit peu ça en disant cette équipe d'advisory, qu'est-ce qu'ils nous recommande? Et là, je trouve mes fonds. Donc, voilà. Et de nouveau, le même concept. J'ai de l'information à disposition que je peux comparer. Voilà. C'est là que normalement j'accélère, mais le film, c'est le film. Donc, voilà. On compare deux types de fonds similaires. Ensuite, le client peut voir également les données marché. Donc voilà, le marché des actions. J'ai pris pour vous, comme vous aimez la technologie, le Nasdaq. Voilà. Et on compare le Nasdaq avec le marché français. Voilà. Et puis, l'advisory qui écrit des publications. Donc, mensuellement, par exemple, une publication sur le monde des actions en disant « Looking back, voilà ce qu'on pense ». Voilà pour chaque marché ce qu'il est advenu. On a une section Looking Back, on a une section Looking Forward. On peut débrancher sur ses recommandations, sur le cours des index. Et puis, le positionnement sectoriel. Est-ce qu'on est bullish ou bearish en Amérique du Nord et en Europe sur les différents secteurs? Quels sont les titres du moment qu'on recommande le plus? Et puis ensuite, on drill down dans un titre spécifique, comme la Google, par exemple, avec un target à 200. Voilà, tout ça, ça fait une app. À cette app, on a mis un moteur de souscription. Donc le client peut dire « je suis intéressé par tel type de publication » ou pas, un rating change, un focus list change, etc. Et ensuite, il reçoit sur son téléphone une notification, ici pour Nestlé. Il reçoit la news sur Nestlé avec un sommaire, avec le mouvement, avec le cours. Et puis, il peut débrancher sur une page Nestlé qui lui permet d'afficher toutes les informations. Ça, c'était avant-hier. Ils ont vendu une partie de leur business à Ferrero. L'équipe advisory qui a rajouté son petit commentaire. Et l'information est là. Voilà.
Donc, pour une démo à quoi ressemble cette application, je crois qu'on a terminé. Est-ce qu'on peut repasser sur les slides, s'il vous plaît? Voilà. Donc là, vous avez vu un système, une user experience. Le client peut facilement retrouver son information. Et je vous ai parlé aussi de ces fameuses lois et de ces fameux contrôles. Donc avant de pouvoir envoyer une information sur Nestlé ou sur un fonds, je dois m'assurer que cette info, j'ai le droit de la distribuer à mon client. Donc, je dois m'assurer que j'ai le droit d'envoyer dans le pays dans lequel se trouve le client, parce que pour un client français, un allemand, un espagnol, un argentin, ce n'est pas les mêmes règles. Est-ce que le titre qui se trouve dans ma publication peut être acheté par ce client? Est-ce que ça correspond à son profil risque? Est-ce que je dois y mettre des pièces jointes avec des documents officiels? Est-ce que ça respecte des conditions de vente dans les pays du client, etc., etc. Est-ce que c'est en adéquation fiscale avec la fiscalité du client? Donc, tous ces points, si le banquier devait les faire à la main, ce serait un cauchemar, ce serait juste pas scalable et ce n'est pas une offre qu'on aurait pu mettre en place. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a automatisé tout ça et maintenant la totalité des contrôles prend 70 millisecondes. Donc ça veut dire qu'on a l'information qui est publiée et elle est distribuée. Voilà, donc on a d'un côté les États qui ont fait du bruit, de notre côté on s'est dit non, la technologie va nous permettre de rester dans le marché. Et en fait, vous avez vu une partie de l'app qui est la partie recherche financière. On mélange ça avec les données du portefeuille du client. On y rajoute de la signature électronique pour pouvoir valider des documents. On y rajoute de la biométrie et le tout fait une solution technologique qui est là pour le client, mais également pour faciliter la distribution de l'information de la banque. Donc, dans la banque, on dit souvent « We are an investment-led service company ». Et moi, pour mes besoins, je dis, on n'est pas, oui, on est une investment-led service company, mais en fait, si je regarde d'un point de vue technologique, on est un client-centric, cost-efficient data company. Alors, quand je dis ça, ils me disent, ah, data company, on fait de l'investissement. Je dis, oui, mais à la fin de la journée, si on fait une recommandation financière, c'est de la data, la performance du client, c'est de la data, un virement, un transfert, un achat, tout est de la data et tout se retrouve dans des systèmes. Donc, pour ça, pour nous, la data, la donnée, c'est le nerf de la guerre. Donc, 3 pans. D'un côté, on aimerait avoir une user experience qui est world class. On aimerait avoir des processus qui sont lean et efficient et une architecture de données qui est state of the art. Pourquoi c'est important pour nous ces 3 points? Et c'est ma conclusion. Quand on a une user experience qui est vraiment top, ça veut dire que et le banquier et le client peuvent se focaliser sur des services à valeur ajoutée et non pas perdre du temps sur autre chose. Quand on a des systèmes qui sont lean et efficient et des processus efficients, ça veut dire qu'on reste compétitif dans le marché. Et quand on maîtrise l'architecture de données, comme vous l'avez entendu avec Nespresso, ça veut dire qu'on maîtrise mieux la connaissance de son client et par conséquent, on peut mieux servir ses clients. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Olivier. Et si je décode un petit peu la vision que vous avez, c'est qu'on va être sur une complémentarité avec des banquiers qui vont être augmentés par la technologie et du coup on se retrouve, comment dire, le côté un peu recherche d'informations, le côté peut-être un peu rébarbatif va être géré dans une interaction entre le client et l'app. Et du coup, les humains vont pouvoir directement aller à l'essentiel. Ouais. Et le banquier va pouvoir mieux connaître son client parce qu'il va savoir quel client consomme plus d'informations sur tel et tel secteur, sur tel domaine, sur telle classe d'actifs. Donc c'est de l'information qui va venir en plus pour le banquier pour mieux servir son client. Et ce que vous avez montré, ça sort quand? Ou c'est déjà dehors? On a sorti en interne au 1er décembre et pour la clientèle 1er janvier. Donc c'est tout frais. D'accord. Merci beaucoup. Olivier Capt. Merci.